Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 984 de One Piece. Que de révélations, on est plongé dans un immense mysticisme concernant Yamato, le passé d'Oden, le futur de Luffy. Un personnage qui, vous allez voir, est lié à absolument tout One Piece. Luffy, Big Mom, Ace, Barbe Blanche, Kaido, Oden. Yamato est en réalité la clé pour le One Piece. Vous le savez, vous étiez là pour la dernière review de One Piece. On n'a jamais eu une telle liste de théories qui s'est validée. Si vous aussi vous êtes donc très excité par Trivago, fille de Kaido, moi je suis très excité par ça. Oh non. Oh c'est lourd. Mon Corvo, merci pour votre travail sur One Piece depuis des années, dans l'espoir que notre collaboration soit longue. Kana Home Video. Ça fait maintenant 1 an qu'on travaille officiellement pour One Piece, en relation directe avec les ayants droit de One Piece en France, qui nous ont envoyé aujourd'hui toutes les nouveautés concernant l'anime de One Piece. Comme par exemple le tout dernier film Stampede en collector Blu-ray qu'on vous offre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à y aller, et on voulait quand même juste dire 2 mots parce que un petit rêve d'enfant s'est réalisé, de petit garçon. C'est dans le DVD officiel de One Piece Stampede, dans le livret, que nous apparaissons pour avoir co-organisé l'avant-première européenne de One Piece Stampede. C'est juste incroyable et très émouvant pour nous parce que on pensait jamais en arriver là, et tout ça c'est grâce à vous. La chaîne continue de gagner en force, continue d'augmenter en taille, et tout ça c'est vraiment grâce à vous, à ceux qui s'abonnent à la chaîne, vous tous qui nous faites confiance depuis le début. Et comme là, et ben encore une fois, nous pendant tout l'été, on va prendre tous nos week-ends à chaque fois quand il y aura des chapitres pour vous parler de One Piece, pour analyser tout ça, faire des théories, qu'elles soient justes ou pas. On va voir si elles vont se réaliser, mais en tout cas, et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre, cette aventure là, parce qu'à chaque fois on vous le dit. Rejoignez-nous, on va faire bouger les choses ensemble, et plus on sera nombreux, plus ils pourront nous entendre. Là voilà la preuve, on est pour la première fois dans un objet officiel One Piece qui est vendu dans les magasins, et c'est très touchant vraiment pour cette aventure. En plus de tout ça, Kana nous a envoyé les tout derniers coffrets collector One Piece qui viennent de sortir en édition limitée, qui permettent quelque chose de bien plus abordable par rapport à ce qu'il y avait avant, vous savez, les énormes coffrets. Et en plus votre étagère comme ça, elle pète le swag. Merci infiniment Kana de nous faire confiance après tout ce temps, c'est vraiment une grande merveille. Et bien sûr tout ça c'est pour vous, donc si vous voulez avoir une chance de les gagner, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, le lien est dans la description. C'est assez ouf tout ce qu'on aura pu réaliser pour One Piece en France sur les 5 dernières années, donc merci à tous, tout ça c'est grâce à vous qui vous abonnez à la chaîne. Mais trêve de blabla, parlons Yamato, fille de Kaido. Et en première partie de cette review, on va donc analyser l'arrivée enfin tant attendue des fourreaux rouges, et surtout leur réunion magnifique avec le dernier Itzo, qui avec Nekomamushi et Marco se réunissent enfin tous ensemble à l'entrée cachée d'Onigashima. En deuxième partie, nous allons nous pencher sur le fameux discours de Kaido qui encore une fois est censé totalement chambouler la face du monde, en lien avec sa fille Yamato, mais surtout sa nouvelle alliance avec Big Mom, grande absente de ce chapitre. On va voir tout ça en détail. Enfin le grand plongeon sur Yamato, fille de Kaido, et tout ce qu'apporte le personnage avec elle comme révélation, que ce soit au niveau plastique, mais également sur tout son background, son passé, son héritage, qu'il soit familial ou pas, et toutes les conséquences que cela va avoir avec Luffy, son nouvel allié. Si ce personnage apparaît seulement maintenant avec le cahier d'Oden, c'est tout simplement parce que c'est un des personnages les plus importants du manga. Quelle émotion de voir enfin nos héros réunis sur une seule et même île devant leur rédemption, portés par une œuvre qui aura permis la construction sur 8 ans de la plus grande quête de vengeance. Volant totalement la vedette aux 9 protagonistes principaux de l'œuvre, les fourreaux rouges sont ce que One Piece fait de mieux, et jamais une île sur Grand Line n'aura été aussi importante, ses habitants aussi précieux et leur histoire aussi grande. Une histoire dorénavant à dimension biblique. En effet, l'auteur nommant
dans son 984e chapitre Ma Bible, accentue jusqu'au bout la figure christique d'Oden Kozuki, l'homme au début seul, convertissant des apôtres à sa philosophie, mais qui finira trahi par l'un d'eux, la passion du samouraï portant sur ses épaules ce en quoi repose sa foi avant de mourir exécuté, laissant derrière lui un écrit qui sera considéré plus tard comme une véritable Bible, allant jusqu'à même être, dirons-nous, ressuscité par la volonté d'un autre personnage. Un testament qui, depuis l'heure légendaire, portera un message à la nouvelle génération. Sauf que nous sommes dans One Piece et que les évangiles sont des samouraïs prêts à en découdre. Alors, ces deux revolvers à la ceinture, Izo est enfin de retour pour venger son maître, en prenant la place laissée par le Juda Kanjuro, portant sur son arcade sourcilière une nouvelle preuve de la défaite de la flotte de Barbe Blanche face à celle de Barbe Noire lors de la guerre de la vengeance. Les retrouvailles entre les deux frères danseurs de la région de Ringo sont alors très bien dessinées, et Izo n'aura jamais été aussi charismatique et Kikunojo aussi émouvant. Cependant, il sera très intéressant de les voir côte à côte tant leur taille diffère, l'auteur ayant confirmé 1m92 pour le grand frère et ironiquement 2m87 pour le petit frère. Nekomamushi, quant à lui, tel un célèbre berserker, se sera attaché un canon et arme à feu à son bras perdu contre Jack à Zo. Ainsi, grâce à Marco le Phénix et Trafalgar Law, les fourreaux rouges se retrouvent enfin dans la deuxième partie d'Onigashima, où tombe la neige, indiquant qu'il s'agit sûrement bien de la même île du chapitre 595 présentée par Scotch comme une des îles préférées de Kaido. Là était la toute première représentation d'Onigashima plus de 10 ans en avance, pour être de retour 5 ans plus tard au chapitre 793, toujours avec Drake apprenant la défaite de Doflamingo. Nouvelle preuve du travail méticuleux du mangaka à prévoir son histoire des années à l'avance. Un climat qui explique donc enfin pourquoi Orochi affirmait que l'entrée de l'île du démon était, je cite, l'hiver. Seulement, l'oiseau, lui, ne reste pas longtemps car ayant aperçu une ombre sur la mer, sûrement Perospero sur son monstre de bonbons approchant l'île du démon. Il ne reste alors plus que Kinemon et Denjiro rejoignent les autres pour que les fourreaux rouges soient au complet et que le combat commence. Pour accentuer le registre épique de son chapitre, le mangaka va alors opérer un magnifique découpage permettant de redécouvrir la plastique de One Piece en 3 magnifiques planches. Ainsi, après l'alliance enfin réunie sous la neige, voici leur ennemi réuni au banquet et prêt à faire un discours. En un mot, monstrueux, d'immenses bêtes féroces dont la présence du minuscule Momonosuke sur la même planche appuiera leur absurde gigantisme. Les calamités et leurs maîtres sont donc une nouvelle fois intelligemment présentés comme les plus grands et dangereux ennemis des chapeaux de paille. Ils ne paraissent pas forts, non, ils paraissent invincibles. Et alors, c'est sur cette scène de concert que va se jouer le plus grand spectacle que One Piece nous ait offert en 23 ans de lecture. Kaido n'attendant pas plus longtemps pour faire son ultime annonce pour un nouvel Onigashima qui, comme précisé au chapitre 979, est en lien direct avec Yamato. Alors sûrement, à l'instar, attention spoil, du discours de Willy Tybur dans l'Attaque des Titans, il s'agira là d'une annonce politique, une annonce qui pourrait aller jusqu'à une déclaration de guerre comme dans l'Attaque des Titans, expliquant enfin les paroles de l'empereur au chapitre 795, disant qu'il était temps de déclarer la guerre. Une annonce qui sera ici aussi sûrement interrompue par l'Alliance et ouvrira les hostilités. Car rappelez-vous, c'était dans le chapitre précédent que Big Mom pourchassait Nami pour lui reprendre Zeus, en affirmant qu'ils n'avaient aucun endroit où fuir, car devant eux se trouvait la scène de concert. L'auteur est donc en train de faire converger tous ses acteurs sur la même scène, devant un public surexcité où se cache déjà la résistance. En effet, grâce au grand magasin de Kinemon, Robin et Jinbei eux aussi portent leur masque et jouent la comédie, obligés de retenir leur colère en attendant que les fourreaux rouges arrivent derrière Kaido. C'est donc jusqu'au bout que l'auteur appuiera l'aspect théâtral de son arc narratif, où chaque personnage est acteur d'une pièce se déroulant même sur une scène devant un immense public. Et alors, le clou de ce spectacle pourrait être l'ultime trahison. En effet, qui va s'allier avec qui? Qui va trahir qui?
car il n'existe qu'un seul trône. C'est donc par le discours de Doflamingo au chapitre 801 qu'Eiichiro Oda nous annonçait déjà son jeu de masques et le théâtre des illusions qui sera omniprésent sur Wano Kuni. Est-ce que alors l'annonce de Kaido en lien avec Yamato ne serait pas de la marier avec la famille Charlotte, permettant à Big Mom de renverser la situation comme à la Tea Party, car s'il y en a bien une capable de coup bas, c'est bien elle. Ou bien d'annoncer que cette dernière est en réalité également une fille de Big Mom, expliquant cette dette à vie que Kaido a envers l'impératrice déjà annoncée au chapitre 907. Lin, considérant ses enfants comme de la marchandise, Kaido aurait été le seul mari capable de lui tenir tête et d'obtenir la garde de Yamato, chose acceptée par Big Mom comme une dette à payer plus tard, car quoi de mieux que pour représenter une dette à vie que celle d'un enfant pour ses parents. L'annonce pourrait donc être à l'origine d'un remaniement de pouvoir, Kaido donnant les rênes d'Onigashima à Yamato, expliquant pourquoi King demanda au Tobiroppo d'aller la trouver de toute urgence. Seulement, nous le savons, Yamato n'aspire pas à devenir dragon, mais bien samouraï. Vous pouvez me tuer, mon esprit, lui, survivra. C'est dans une immense ironie opérée par Eiichiro Oda que la seule personne qui héritera de la volonté d'Oden Kuzuki est la fille de son meurtrier. Yamato était donc bien présente durant l'heure légendaire et n'a pas non plus cligné des yeux, observant ce samouraï se sacrifiant pour ses amis, pour sa famille et pour son pays. C'est donc au chapitre 971 qu'une même figure, plus grande que la moyenne et arborant exactement le même kimono, peut être aperçue. Un bas noir et haut blanc avec dégradé aux manches et à la ceinture. Yamato pouvait alors très bien avoir 8 ans à l'époque, créant, comme nous le disions, un parallèle avec Momonosuke, et donc avoir aujourd'hui 28 ans, âge que devrait normalement avoir le jeune seigneur. Confirmant totalement notre théorie sur le fait que Momonosuke ait trouvé sa grande sœur et Yamato son petit frère, les deux personnages se complétant parfaitement car chacun ayant réalisé le rêve de l'autre. Et alors que depuis Punk Hazard et la légende de Ryuma, l'auteur nous aura montré que dragon et samouraï depuis toujours sont ennemis, il aura opéré dans l'ombre la magnifique construction du fils de samouraï qui ironiquement deviendra dragon et de la fille de dragon qui deviendra ironiquement samouraï. Les deux ennemis jurés se comprenant parfaitement car au final étant identiques. Une magnifique leçon de tolérance représentant l'unique pont vers la paix. Oden était un homme, alors j'ai dû en devenir un. La philosophie samouraï qui nous rappellera les paroles de Kuina au chapitre 5, la fille qui voulait naître garçon. Le kimono étant un des rares habits au monde à pouvoir cacher une poitrine, permettant à la femme de devenir homme. Approfondissant encore une fois le thème du travestissement au pays de l'harmonie, que ce soit avec Izo et Okiku, homme au cœur de femme, et Yamato, femme au cœur d'homme. L'auteur puisant jusqu'au bout dans la légende de Yamato Takeru, homme travesti en femme pour infiltrer un banquet ennemi, dans One Piece ce sera une femme travestie en homme pour infiltrer un banquet allié. Ainsi, l'appelant mon fils, Kaido semble ne pas accepter sa fille, ou au contraire au courant du travestissement de cette dernière et surtout de sa volonté à ressembler à son ennemi, vu qu'elle-même l'a déjà annoncé à son père, expliquant le dégoût de l'empereur face à Momonosuke, découvrant que le fils du héros de Wano est moins samouraï que sa propre fille. Yamato, femme non hyper sexualisée, capable de terrasser un Tobiroppo en un coup et au courant des secrets de ce monde, est alors un des plus ambitieux et importants personnages de l'auteur, permettant une véritable mise en valeur d'un personnage féminin en dehors de son physique. L'endurance d'Ulti et de Page One est donc aussi à féliciter, et les paroles du Pachyphalosaurus concernant la puissance de Yamato seraient à prendre au pied de la lettre. Le Hakei, devenu Yonkei, passant de A8 à Yon 4, signifie que l'attaque est 2 fois moins forte chez Yamato que chez Kaido. Comme pour Marco concernant la nouvelle époque à venir face à la famille Charlotte, ou simplement tous les mensonges de Sop, ce ne serait pas la première fois qu'une blague dans One Piece est à prendre au sérieux. Et le mangaka, via le personnage d'Ulti, aurait pu très bien ici nous donner le niveau de puissance de Yamato, et donc 2 fois moins forte que son père. Mais 2 fois moins invincible, c'est pas trop mal.
Le carnet d'Oden, quant à lui, représente ici une triple mise en abîme, Eiichiro Oda intégrant son récit dans son propre manga, Bible aux yeux des lecteurs, comme le récit d'Oden l'est pour Yamato et celle de Jésus pour les chrétiens, dans les trois cas narrant l'histoire d'un homme entre mythe et réalité. Car là où repose la force de One Piece est aussi dans sa critique de notre monde et de sujets comme la pauvreté, l'esclavage, le racisme institutionnalisé, le mercantilisme, l'oppression, la maladie, les expériences humaines, la guerre, et toujours partagé des valeurs de tolérance. Mais alors, est-ce que le carnet d'Oden raconte toute la vérité sur le monde? Peut-être pas, car c'est entre le chapitre 960 et 972 que les écrits du samouraï nous sont dévoilés, et il est possible que seuls ces mêmes écrits demeurent, créant un mysticisme autour du One Piece et permettant à Yamato de partager le peu d'informations qu'elle possède. Voilà pourquoi la venue de Luffy était attendue, car les dernières lignes du journal, montrées au chapitre 972 et déchirées par Toki, étaient bien destinées à la prophétie de Joy Boy, annonçant que dans 20 ans, quelqu'un viendra et une grande guerre éclatera, avec eux les seules personnes capables de vaincre Kaido. Cela signifie que la nature du One Piece n'est pas dévoilée dans ce carnet, et de toute façon, comme au chapitre 507 face à Rayleigh, jamais Luffy ne serait d'accord de l'entendre. Et la chose importante que mentionne Yamato est sûrement le devoir d'abolir le Sakoku et donc d'ouvrir les frontières de Wano Kuni pour accueillir le nouveau Joy Boy et accomplir ainsi la prophétie de Shirley. Enfin, nous apprenons que Yamato connaît et a déjà affronté Port Ghazdi Ace. Alors, cette dernière, s'autoproclamant Oden Kuzuki, le grand frère de Luffy ne l'aurait peut-être que connu sous ce nom-là, et uniquement sous son masque. Ainsi, lorsque le Point Ardent rencontra Barbe Blanche et prit la place d'Oden en tant que deuxième commandant de la flotte, raconta à son nouveau père qu'il avait rencontré ce fameux Oden Kuzuki, et qu'il allait bien. Ce serait donc dans une très jolie et mélancolique poésie que se trouverait l'explication du laxisme de Barbe Blanche quant à la mort de son petit frère. L'empereur n'a jamais voulu venger le samouraï, tout simplement car il pensait qu'il était encore en vie. Chose vraie, car comme Otama a vu Ace dans le regard de Luffy, Yamato, elle, porte aujourd'hui la volonté d'Oden Kuzuki. Et le mangaka reste fidèle à sa vision de l'héritage depuis le tout début de son récit. Nous sommes dans One Piece et Oden, Ace, Edward et Roger ne sont pas morts. Car quand croyez-vous qu'un homme meurt? Lorsqu'on lui tire dessus au pistolet? Non. Quand il est atteint d'une maladie incurable ou quand il boit une soupe empoisonnée? Non. Un homme meurt quand il est oublié.